Je vais vous parler d'un thème et qui est évidemment au cœur de la pratique clinique avec les patients douloureux chroniques et qui se porte sur la manière dont nous, les soignants, nous sommes confrontés à cette plainte douloureuse et la manière dont nous la représentons et les conséquences que ça a pour la prise en charge de nos patients. Alors, la première donnée fondamentale qui a été mise en évidence depuis maintenant à peu près 40 ans par des études à la fois expérimentales et cliniques, c'est le fait que quand on compare l'estimation que les patients font de leur douleur et l'estimation que les soignants font de la douleur du patient, il y a en moyenne un décalage. Et ce décalage se fait toujours dans le même sens, en moyenne, c'est-à-dire une sous-estimation de la douleur des patients par les soignants. Donc ça, c'est un fait très robuste qui a été démontré dans plein de situations. D'abord, ça a été montré quel que soit le soignant, c'est-à-dire ça a été montré aussi bien pour les médecins, pour les infirmiers ou infirmières, pour les kinésithérapeutes ou pour les sages-femmes. Ça a été démontré quel que soit le contexte, que ce soit aux urgences ou bien dans la situation plus calme de la consultation chez le médecin généraliste ou spécialiste. Ça a été montré quel que soit le type de douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique, en sachant que la douleur chronique est particulièrement propice pour la sous-estimation et dans des contextes aussi variés que la douleur post-opératoire, la douleur de l'accouchement, la douleur liée à une fracture osseuse, chez les grands brûlés et dans le cancer. Donc, vous voyez, dans toutes les situations cliniques, source de douleur, ça a été prouvé. Et puis, ça a été prouvé aussi, quel que soit l'âge du patient, que ce soit des enfants, des adultes, des vieillards, en sachant que les enfants ont historiquement payé un très lourd tribut à cette sous-estimation de la douleur d'autrui, puisque pendant très longtemps, on a véhiculé une sorte de dogme qui n'était fondé sur aucune donnée scientifique, mais qui disait que les tout petits ne ressentaient pas la douleur, que leur système nerveux était trop immature, et il a fallu attendre la fin des années 1980 pour qu'on se rende compte qu'en réalité, les gestes douloureux, en particulier chirurgie sans anesthésie pratiquée chez les nouveau-nés, comme la ligature du canal artériel par exemple, ou le traitement de la sténose du pylore qui se faisait sans aucune anesthésie, déclenchaient des réactions de stress extrêmement intenses chez les enfants, avec d'ailleurs une mortalité opératoire non négligeable, et qu'on pouvait à la fois diminuer considérablement ces réactions de stress et diminuer la mortalité post-opératoire en donnant à ces enfants, pendant le geste chirurgical, une anesthésie, hein, et un traitement antalgique. Et donc, il a fallu passer par là, par ces réactions biochimiques de stress très intenses, pour arriver à la conclusion que les tout petits souffraient, alors qu'en fait, c'était inscrit sur leur visage, hein, puisque dès le septième mois de gestation, donc même chez les grands prématurés, la mimique de douleur est déjà en place, hein. Et donc, on avait sous les yeux quelque chose, et ce message évident qu'on avait sous les yeux, mais on a réussi à euh, raconter que c'était une réponse réflexe en fait, mais qu'il n'y avait pas de ressenti douloureux associé. Donc ça montre l'ampleur hein, de la capacité de déni dès lors que on se trouve face à quelqu'un qui ne peut pas verbaliser hein, sa douleur. Et c'est évidemment le cas aussi à l'autre bout de la vie pour les personnes très âgées qui ont des troubles cognitifs ou qui n'arrivent pas à communiquer et qui sont eux aussi évidemment exposés à ce mécanisme. Alors, une fois qu'on a fait ce constat de la sous-estimation de la douleur d'autrui, pour avancer, il faut passer à une autre étape qui est d'essayer de repérer quels sont les biais de jugement qui contribuent à cette sous-estimation. Et donc, ça, c'est un travail qui a été mené depuis maintenant une trentaine d'années et qui a essayé de repérer quels sont les facteurs qui poussent les soignants à sous-estimer la douleur de leurs patients. De façon non étonnante, la synthèse que je vous présente là, le titre que je vous présente là, a été publié dans un journal qui n'est pas un journal connu, c'est le Canadian Journal of Nurse Research. Donc c'est un journal qui a deux caractéristiques intéressantes. D'une part, il est nord-américain, et ça dit quelque chose de la manière dont les Nord-Américains ont cette culture de l'évaluation qui les a conduits à repérer avant tout le monde cette notion de sous-estimation de la douleur d'autrui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un nurse research. Donc, c'est un journal fait pour les infirmiers et infirmières. Et ça non plus, c'est pas un hasard parce que les enjeux de pouvoir à l'intérieur de la communauté médicale font que les infirmiers et infirmières, qui n'ont pas le même rapport de pouvoir avec le patient, sont beaucoup plus à même de repérer ces biais de jugement
que les médecins eux-mêmes, qui, du fait de leur position de sachant et de prescripteur, peuvent faire opérer beaucoup plus facilement ces mécanismes de sous-estimation et de déni. Donc juste pour contextualiser hein, le fait que, évidemment, tout le monde n'est pas exposé à ces phénomènes de sous-estimation de la même manière. Alors les principaux biais de jugement qui ont été repérés, un premier historiquement qui a été repéré et qui est très puissant, c'est le biais de jugement lié à la différence d'ethnie entre le patient et le soignant. Donc ça, c'est des études qui ont été menées aux urgences de Los Angeles et qui ont montré que pour des patients qui ont une fracture soit de l'humérus, soit du fémur, le décalage entre l'estimation de la douleur par le patient lui-même et par le soignant était beaucoup plus important quand le soignant étant blanc, le patient est soit hispanique, soit noir, donc appartient à une minorité ethnique, par comparaison à des patients blancs. Donc on voit bien que le degré de douleur n'est pas attribué de la même manière dès lors qu'il y a une différence ethnique entre le médecin et le patient. Le deuxième grand biais de jugement qui a été identifié, il est lié à l'intensité de la douleur rapportée. Et c'est un biais qui peut s'énoncer de la façon suivante. Plus quelqu'un dit qu'il a mal, moins on le croit. Hein. Et dans les deux cas, en fait, la piste qui permet de comprendre ce mécanisme de sous-estimation, c'est une piste dans laquelle, devant le caractère aversif de la plainte douloureuse, un des réflexes de défense que nous avons en tant que soignants, c'est d'essayer de ne pas nous retrouver dans la peau du patient et donc, quelque part, de nous distinguer de lui, de trouver une barrière entre lui et nous, la barrière ethnique étant évidemment la plus évidente. Et quand cette barrière ethnique ne suffit pas, alors le problème qui se pose, c'est que plus la douleur qui nous est rapportée est intense, plus cette plainte est aversive pour nous. Et à ce moment-là, le premier mécanisme de défense, c'est d'essayer de se dire qu'en fait, finalement, le patient rapporte une douleur qui ne correspond pas à la réalité et qu'il exagère, ce qui est une façon de se défendre contre l'intensité en fait de la douleur qui a pour nous quelque chose d'aversif. Troisième grand mécanisme qui contribue à la sous-estimation, il est lié au fait que la cause de la douleur a été identifiée ou non. On a très bien montré que, à douleur égale, si la cause a été identifiée, les médecins ont tendance à être beaucoup plus proches de la plainte douloureuse du patient que si la cause n'est pas identifiée. Hein, là encore, c'est comme si l'identification de la cause, qui donne un sentiment de compréhension et de maîtrise, hein, devient l'indice de vérité de la douleur, de la plainte douloureuse, alors qu'on sait très bien qu'il y a des situations où on n'arrive pas à repérer la cause, en particulier on n'arrive pas à repérer anatomiquement la cause et que ça ne remet pas en cause pour autant hein, le fait que le patient souffre. Hein. Donc, il y a là un nouveau biais et l'imagerie joue un rôle très important là-dedans. On a bien montré que chez des patients qui ont des douleurs chroniques de lombo-sciatique, dont on sait par ailleurs on sait très bien qu'il n'y a aucune corrélation entre les images et la sensation. Et pourtant, quand on donne des vignettes cliniques à des internistes avec des patients ayant une lombo-sciatique, si dans la vignette clinique, l'IRM montre une hernie, et à ce moment-là, les soignants vont estimer la douleur d'une façon assez proche de celle des patients. Et en revanche, si dans la vignette clinique, il n'y a pas de hernie visible à l'imagerie, alors le score donné par les soignants va s'écarter du score donné par le patient. Donc, ce qui montre bien que l'absence de repérage de la cause jette le soignant dans une sorte de flou et que ce flou est propice à la sous-estimation de la douleur du patient. Quatrième grand biais, c'est l'expérience préalable de l'observateur et ça a été très bien montré que plus un observateur a déjà l'expérience de la douleur, plus il va avoir tendance à sous-estimer la douleur d'autrui. Ça a été très bien montré dans un service de Grand Brûlé à Montréal, où c'était les infirmières les plus expérimentées qui étaient le plus loin en fait des scores de douleur donnés par les patients, tandis que les infirmières novices, elles, donnaient des scores qui étaient beaucoup plus proches que ce que les patients décrivaient. Donc comme s'il y avait un phénomène de désensibilisation qui se produisait au cours de l'exercice médical. Et puis un cinquième biais très important, qui n'a pas fait l'objet d'études, mais qui est extrêmement visible dès qu'on s'intéresse à cette question, c'est le sentiment d'impuissance de l'observateur, c'est-à-dire qu'être confronté à une plainte douloureuse sans savoir se la représenter, c'est-à-dire pas comprendre la cause ou le mécanisme, ça conduit à la sous-estimation, mais être confronté à une plainte douloureuse sans avoir la moindre idée de comment on pourrait la soulager, ça conduit également hein, à une sous-estimation parce que finalement, toute plainte douloureuse qui nous est adressée nous mobilise et nous requiert, en fait, et que le sentiment de ne pas pouvoir aider dans ce contexte est difficile à supporter.
Et donc, un des mécanismes de défense, c'est de sous-estimer, là encore, ou de carrément disqualifier la plainte douloureuse. Donc, on a souvent l'habitude de dire que les patients douloureux chroniques doivent faire avec leur douleur, hein, c'est le verbe anglais to cope, s'adapter en fait, hein. Mais les patients douloureux chroniques n'ont pas seulement à s'adapter à leur douleur, ils doivent s'adapter aussi au manque de compréhension chronique des médecins, hein, puisque finalement, cette tendance à la non-compréhension, à la non-estimation, à sa juste valeur de la douleur du patient est un fait qui est un fait généralisé. Alors, une fois ces biais, ces grands biais de jugement mis en évidence, l'étape suivante pour essayer d'avancer, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui nous permettent de comprendre l'état affectif d'autrui, pour pouvoir essayer de savoir qu'est-ce qui cloche en fait, où est le problème dans l'estimation de la douleur d'autrui. Alors, ce qui a été très bien montré par les études de neurosciences des 20 dernières années, c'est qu'il y a en gros deux grands mécanismes d'appréhension de l'état affectif d'autrui. Ça a été montré avec des émotions très différentes, ça a été montré avec la douleur, mais aussi avec le dégoût, avec la peur, hein, ou avec la tristesse. Et le premier mécanisme, un mécanisme qui est un mécanisme très élémentaire, qu'on appelle la résonance émotionnelle, ou l'adaptation en miroir, mirror matching, dans lequel, en fait, il y a une sorte de résonance très automatique qui se fait avec l'état émotionnel de la personne qu'on observe. Alors ça, c'est un premier mécanisme. Puis un deuxième mécanisme qui est beaucoup plus élaboré, c'est un mécanisme d'inférence de l'état émotionnel d'autrui, qui dépend de ce qu'on appelle en anglais la theory of mind, c'est la théorie de l'esprit, ou les processus de mentalisation ou de prise de perspective, qui sont donc un travail cognitif, qui consiste en un travail cognitif cherchant à se représenter en fait ce que l'autre éprouve. Donc c'est un niveau beaucoup plus élaboré que la simple résonance émotionnelle directe avec l'état émotionnel d'autrui. Alors si on s'intéresse la première dimension, cette résonance émotionnelle, qu'est-ce qui la caractérise? La première chose qui la caractérise, c'est son caractère très automatique. Deuxièmement, c'est le fait qu'elle est présente chez tous les mammifères, hein. Donc tout mammifère qui va être confronté à une émotion aversive chez un de ses congénères va lui-même être contaminé par cette réaction aversive, hein. Et par exemple, dans le cas de la douleur, il y a une expérience des années 60 qui montre très bien que quand il y a deux rats dans une cage et que l'un d'entre eux est soumis à une stimulation électrique aversive, l'autre rat file à l'autre bout de la cage, hein, il s'éloigne le plus possible, hein, de son congénère, tellement en fait il est en quelque sorte contaminé, hein, par la réaction aversive de son congénère. Alors chez l'homme, cette résonance émotionnelle elle est présente dès la naissance. Ça, c'est un fait qui est bien connu dans les maternités, qui est que quand il y a un nouveau-né qui pleure, tous les nouveau-nés qui sont autour se mettent à pleurer en même temps, hein. Et chose intéressante, c'est que si on enregistre les pleurs d'un nouveau-né et qu'on les lui fait entendre, ben, ça ne le fait pas pleurer. Ce qui le fait pleurer, c'est les pleurs d'autres nouveau-nés que lui. Ce qui veut dire que déjà, il y a une forme de distinction élémentaire entre ses propres pleurs et ceux d'autrui, qui fait que les nouveau-nés ne vont vraiment être contaminés que par les pleurs d'autres nouveau-nés. Et chez l'adulte, on a encore une marque de cette réaction automatique qui est même mesurable au niveau des muscles de la face, dans le sens où quand vous êtes confronté à quelqu'un qui a peur ou quelqu'un qui a mal, sans le savoir, vous contractez au niveau de votre visage les mêmes muscles que ceux qui se contractent chez celui qui souffre. Et de façon extrêmement automatique, vous vous en rendez même pas compte. Et il n'y a même pas besoin d'avoir perçu consciemment en fait la mimique chez l'autre. Dans des expériences où on montre cette mimique de façon tellement brève qu'on n'en est pas conscient, c'est-à-dire une présentation subliminale, eh bien, on imite quand même au niveau facial l'expression émotionnelle de douleur ou de peur qu'on a vue sans même être conscient. Donc, vous voyez que c'est très automatique et que ça perdure en fait à l'âge adulte. Et dans les expériences d'imagerie cérébrale qui ont cherché à mettre en évidence quelles zones du cerveau sont activées dans ce processus de résonance émotionnelle, eh bien, ce qu'on a constaté de façon très générale, et répéter, c'est que ce sont les aires limbiques, c'est-à-dire des aires qui sont chargées de procurer une valence émotionnelle à l'expérience, qu'elle soit une expérience visuelle ou autre, hein. Donc c'est des aires qui vont donner à l'expérience perceptive une valence émotionnelle, et ce qu'on appelle les aires limbiques, c'est-à-dire essentiellement, vous voyez ici sur cette expérience où on montre une expression faciale de douleur en enregistrant l'activité cérébrale du cerveau en IRM fonctionnel,
vous voyez qu'il y a deux zones en fait qui s'activent, qui sont d'une part ici et là le cortex singulaire antérieur, la région médiane du cerveau, hein, et deuxièmement la région de l'insula, hein, ici, qu'on voit sur ces deux coupes. Donc des régions connues pour donner la coloration émotionnelle d'une perception. Donc ça, c'est la résonance automatique. Euh, alors, quelle est la conséquence de cette résonance émotionnelle? Bah, la première conséquence, c'est que si vous êtes vous-même contaminé par l'émotion de l'autre, d'une certaine façon, vous y avez accès. Alors, vous y avez accès d'une façon très intuitive, vous y avez accès d'une façon très finalement viscérale, hein, très automatique, donc pas très élaborée. Mais n'empêche que si vous voyez quelqu'un qui a mal et que vous ressentez à l'intérieur de vous quelque chose de pénible, bah, vous avez une sorte de première appréhension du fait que l'autre souffre. Et ça peut suffire pour donner lieu à des comportements consolateurs, voire euh, euh, opérer hein, sous l'effet de cette résonance émotionnelle. Le problème, c'est qu'on peut absolument pas faire confiance à la résonance émotionnelle pour fonder une compréhension de l'état d'autrui. Pourquoi? Parce que cette résonance émotionnelle, elle est de nature potentiellement aversive. C'est-à-dire, c'est pénible de voir quelqu'un qui a mal, c'est pénible de voir quelqu'un qui a peur, hein. Ça crée une résonance désagréable, angoissante. Et donc, une des réponses qu'on peut avoir vis-à-vis de cette aversion, cette réaction aversive, c'est non pas le comportement conciliateur et la compréhension de l'état d'autrui, mais tout au contraire, la fuite, hein, comme le rat qui se met à l'autre bout de de la cage pour pas être en contact avec son congénère qui souffre, hein, ou au rejet de l'autre. Et également, évidemment, c'est ça qui ouvre la porte à tous ces mécanismes de sous-estimation, de disqualification et de déni de la douleur d'autrui. Quand je parle de disqualification, il y a un élément que je voudrais souligner, c'est qu'un des modes de disqualification très habituels de la douleur d'autrui, qui est plus subtil que la simple sous-estimation, hein, où on dit, on fait l'a priori que le patient décrit une douleur qui est plus forte que celle qu'il ressent en réalité. Donc de façon plus, je dirais, sournoise, une autre manière, c'est de disqualifier la plainte en l'étiquetant comme d'origine psychologique. Alors ça, c'est un mécanisme extrêmement fréquent et qui se base en plus sur une vision complètement erronée de la physiologie de la douleur, qui sous-tendue par une perception très dualiste en fait, dans laquelle il y aurait d'un côté ce qui est du registre du corps hein, et de l'autre du côté de l'esprit, et qu'en fait, quand quelqu'un dirait qu'il a mal, il s'agirait, moi j'entends des collègues qui disent ça, hein, qu'il s'agirait de savoir quel est le pourcentage de la douleur qui est physiologique et quel est le pourcentage de cette douleur qui est psychologique, comme si ça avait un sens de distinguer les deux, et surtout comme si le fait de distinguer les deux permettait finalement de découper cette douleur en deux morceaux, un qui serait soi-disant organique et donc qui serait de la responsabilité du médecin, et l'autre qui serait soi-disant psychologique et qui donc relèverait de la responsabilité du patient lui-même, hein, et le médecin ne se sentant plus finalement responsable de cette part-là de la douleur. Donc cette division très sournoise revient finalement à disqualifier la plainte douloureuse et comme si, même dans un contexte où des acteurs psychiques jouent un rôle important dans le ressenti douloureux, comme si ça changeait quelque chose à ce que le patient ressent, hein. Parce que qu'un patient ressente de la douleur dans un contexte de deuil ou de séparation, ou qu'il ressente de la douleur, je veux dire de la douleur physique, vous voyez, majorée par le contexte de deuil ou de séparation, ou qu'il ressente de la douleur physique sans qu'il y ait un contexte psychique particulier, bah, c'est la même douleur qu'il va ressentir, hein. Donc le fait de croire qu'on va pouvoir séparer les deux composantes alors qu'elles sont physiologiquement, intrinsèquement mêlées, elles sont intrinsèquement mêlées parce que les contrôles modulateurs de la douleur donne forme au message douloureux sous l'influence du contexte psychophysiologique, hein. Donc il n'y a pas de possibilité de séparer les deux. Physiologiquement, il y a des circuits qui participent à cette modulation de la douleur selon le contexte psychophysiologique. Mais quand bien même on voudrait ignorer cette donnée et séparer les deux composantes, ce qui est complètement artificiel et qui n'a pas de sens d'un point de vue neurophysiologique, ben, en fait, le but qui est derrière ça, c'est la disqualification, c'est-à-dire de considérer qu'il y a une part de la douleur qui est du ressort du patient lui-même, c'est de sa faute en fait, c'est lui qui l'a créé, qui l'invente, et donc on n'a pas, nous, à finalement la responsabilité, la charge de soulager au moins cette part-là, hein. Donc ça, c'est un réflexe très fréquent et dont les patients souffrent énormément,
puisque c'est une sorte de double peine où à la fois leur douleur n'est pas reconnue, et en plus on sous-entend de façon plus ou moins subtile, et les patients sont extrêmement habiles, enfin très très, je veux dire, ils ont déjà été tellement blessés qu'ils ont une grande acuité dans le repérage de ce mécanisme-là, hein. Et donc en plus on les accuse en fait, hein, c'est de votre faute. Et ils sentent très bien quand l'idéologie du médecin qui est en face d'eux suit cette courbe-là, et c'est pour eux extrêmement, extrêmement douloureux. Alors, deuxième mécanisme, et il est d'autant plus important qu'on ne peut pas faire confiance à la résonance émotionnelle, hein, c'est le mécanisme plus élaboré d'inférence des émotions d'autrui, qui implique cette fois non pas un mécanisme de contagion dans lequel l'émotion de l'autre me gagne, sans qu'il y ait de distinction finalement entre lui et moi, hein, mais au contraire, ça implique d'adopter la perspective de l'autre, tout en étant capable de faire la distinction entre soi et autrui. Donc ça fait quand même un sacré défi, hein. Ça revient finalement à essayer de se mettre à la place de l'autre, mais sans être confondu avec lui. Et ça, c'est pas du tout un mécanisme automatique, c'est un mécanisme cognitif élaboré, et c'est ça qui peut donner lieu à des comportements qui sont pas juste des comportements consolateurs, mais des comportements d'aide ciblée, c'est-à-dire des comportements empathiques, qui tiennent compte non pas de ce que moi je ressens face à la situation, hein, mais de ce que l'autre, quels sont les besoins de l'autre, et comment pourvoir à ces besoins-là, à ces besoins à lui. Et ça ne se voit pas chez tous les mammifères, contrairement au phénomène de résonance automatique, ça se voit que chez certaines espèces. Alors chez l'homme, mais avec malheureusement des exceptions dramatiques, hein. Il suffit de penser à la manière dont la torture est répandue dans le monde, hein, et qui montre très bien que ce phénomène peut être totalement annulé dès lors que l'autre est déshumanisé, hein, et que donc l'idée même de sa souffrance est finalement niée, hein. Donc, il y a cette possibilité, mais malheureusement pas systématique chez l'homme, de mettre en place ce mécanisme d'inférence des émotions d'autrui. Dans le monde règne animal, on le voit chez les hominidés, c'est-à-dire chez les chimpanzés, chez les orang-outans, chez les gorilles, chez les bonobos, et de façon étonnante, on le voit également chez les dauphins et chez les éléphants. Donc, toutes ces espèces-là sont capables de venir en aide à un congénère en position de souffrance, hein, en difficulté, et la chose très intéressante, c'est qu'on a remarqué que le point commun à toutes ces espèces, c'est une faculté de se reconnaître dans le miroir, c'est-à-dire la capacité finalement d'avoir un minimum de conscience de soi, hein. Et on s'est aperçu que dans le règne animal, il y a une coémergence entre les capacités d'empathie vis-à-vis d'un congénère et la capacité de se reconnaître dans le miroir. Alors on le voit chez l'homme également au cours du développement, puisque dans plusieurs études on s'est rendu compte que l'âge auquel un enfant est capable de se reconnaître dans le miroir, qui se situe en général entre 18 mois et 2 ans, correspond très précisément à l'âge à partir duquel il est capable d'avoir un comportement empathique vis-à-vis d'un adulte en situation de souffrance. Donc il y a bien un lien entre cette conscience de soi et la capacité d'empathie, ce qui est logique, puisque dès lors que l'inférence émotionnelle, ça implique de pouvoir faire une distinction entre soi et autrui, tant que cette distinction n'est pas faite, ben finalement, c'est pas possible, hein, de concevoir ce dont l'autre a besoin, indépendamment de ma propre réaction émotionnelle à moi. Et donc ça, c'est chez l'homme, avec cette coémergence au cours du développement, et chez l'animal, donc il y a eu des très belles expériences pour montrer la capacité de se reconnaître dans le miroir. La première, elle a été faite à la fin des années 60 chez le chimpanzé, avec, là on ne le voit pas sur sur la photo, mais une petite tache rouge qui a été dessinée sur le front du chimpanzé, et puis un grand miroir auquel le chimpanzé était confronté. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant les 48 premières heures, en fait, le chimpanzé réagit vis-à-vis de son reflet dans le miroir comme vis-à-vis d'un chimpanzé étranger. Donc il lui fait des mimiques d'attaque, hein, il essaye de le chasser, et puis au bout de à peu près 48 heures, le comportement change, et le chimpanzé se met à explorer son propre corps au niveau du miroir, hein, par exemple à s'aider du miroir pour aller enlever des aliments coincés entre deux dents. Et puis, il y a cette magnifique image, hein, où on voit le chimpanzé qui a remarqué cette tache rouge sur son front, hein, et qui évidemment l'intrigue quand il regarde son image dans le miroir, et ce moment où, au lieu d'aller toucher cette tache rouge sur le miroir, eh bien, il va la toucher sur son propre front, ce qui prouve qu'il a compris que cette image reflétée, c'est bien lui.
Très belle expérience faite également chez l'éléphant. Vous voyez cette croix blanche dessinée ici à la racine de la trompe. Et vous voyez devant un énorme miroir comment cet éléphant, avec sa trompe, vient toucher la croix blanche, hein, et c'est donc quelque part prouver à travers ça qu'il a bien compris, hein, que cette image dans le miroir, c'est une image reflétée de lui-même. Et puis à l'aquarium de Brooklyn, très belle expérience faite chez le dauphin, avec un aquarium tapissé de miroirs au niveau de ses parois, hein, et un dauphin chez lequel on a dessiné une croix sur son flanc, et on voit le dauphin se retourner pour faire apparaître la croix dans le miroir, hein, et finalement prouver par là lui aussi qu'il a bien cette conscience que cette croix et cette image reflétée, c'est lui-même. Alors, quand on s'intéresse maintenant à l'activation cérébrale lors des tâches d'inférence émotionnelle, on retrouve des régions du cerveau qui participent à ces tâches, qui ne sont pas du tout les mêmes que celles de la résonance automatique, hein, puisque ce sont des zones qui sont des structures médianes du cerveau, et tout particulièrement cette zone très importante qui se situe au niveau du cortex préfrontal chez l'homme, qui est la zone qui s'est le plus étendue par rapport aux primates, hein, et qui est une zone absolument fondamentale pour comprendre les émotions d'autrui. Et une des preuves dramatiques de ça, c'est quand on a des patients qui ont des lésions cérébrales, de cette zone-là, eh bien, ce sont des patients qui perdent toute capacité d'empathie, qui perdent des émotions sociales comme la honte ou la culpabilité, hein, et donc qui perdent là une faculté fondamentale en fait d'empathie vis-à-vis d'autrui. Donc, on n'est pas étonné que la prise de perspective, la représentation des émotions d'autrui implique cette zone, puisque cliniquement, on sait que quand elle n'est pas là, ça altère considérablement en fait cette capacité de prise en compte des émotions de l'autre. Alors, avant de continuer, je vais faire un détour maintenant qui va, au début, peut-être vous paraître n'avoir aucun rapport avec le sujet. Et je vais essayer ensuite de vous expliquer pourquoi je pense que ça a un rapport, non seulement ça a un rapport avec le sujet, mais c'est même le cœur du sujet. Alors, ça concerne un travail de recherche que j'ai mené il y a 20 ans, qui m'a passionné, autour de la manière dont les patients qui ne sentent pas la douleur depuis leur naissance, c'est des cas très rares qu'on appelle l'insensibilité congénitale à la douleur, comment ces patients appréhendent la douleur d'autrui alors qu'eux-mêmes n'en ont aucune expérience. Donc moi j'avais la chance dans le département de neurophysiologie clinique de rencontrer des patients comme ça, et c'est ça qui m'a donné l'idée en fait de examiner leur capacité à percevoir la douleur d'autrui et à étudier ça en comparaison avec des sujets témoins. Et donc, dans cette étude, j'ai utilisé, entre autres, deux paradigmes pour pouvoir tester la manière dont ces patients appréhendaient la douleur d'autrui. Donc, c'est des patients qui n'ont jamais eu mal, hein. Ils ne savent pas ce que c'est que la douleur d'un point de vue corporel. Ils le savent d'un point de vue théorique, mais pas corporel. Et donc, les deux paradigmes que j'ai utilisés, c'est un paradigme qui consiste à présenter des situations douloureuses sous une porte d'entrée émotionnelle, c'est-à-dire la mimique faciale de douleur, hein, qui est immédiatement porteuse d'une émotion. Et deuxième paradigme, c'est de leur présenter euh, une scène de douleur, mais cette fois sur un mode purement somatosensoriel, c'est-à-dire sans avoir accès ni à un cri ni à une mimique, mais juste, vous voyez ici par exemple la pénétration de cette aiguille, hein, à travers la peau, comme indice sensoriel de douleur potentielle. Et ce que j'ai constaté, c'est que les 12 patients, parce que c'est des patients très rares, donc j'ai dû un peu aller les chercher un peu dans toute la France, les 12 patients insensibles congénitaux à la douleur que j'avais recrutés pour mon étude avaient, par rapport au sujet témoin, une très grande variabilité dans leur jugement. Donc, on leur demandait d'évaluer l'intensité douloureuse à partir soit de la mimique faciale, soit des vidéoclips que je leur montrais de scènes de douleur. Et ce qui était frappant, c'est que ils avaient une très grande variabilité de jugement, en particulier pour les représentations somatosensorielles par rapport au sujet témoin. Donc ça veut dire qu'il y a des patients qui avaient des jugements anormalement bas, hein, et d'autres qui avaient des jugements anormalement hauts, et d'autres qui avaient un jugement dans la moyenne. Et ce qui statistiquement ressortait, c'est que la variabilité de jugement était considérablement plus grande chez les patients insensibles à la douleur par rapport au sujet normal. Alors, ce qui m'a intéressé à ce moment-là, c'est de me demander qu'est-ce qui faisait varier autant l'évaluation de la douleur faite par ces patients. Et la première question qui m'est venue, c'est est-ce que les capacités d'empathie de ces patients jouent un rôle dans leur façon d'estimer la douleur d'autrui?
Donc pour ça, c'est assez simple parce qu'il y a des questionnaires qui testent très bien les capacités d'empathie. Avec une vingtaine de questions, vous avez une idée du degré d'empathie des sujets. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce questionnaire, l'empathie ne concernait absolument pas de la douleur physique. C'était la manière dont les gens réagissent à la souffrance d'autrui. Je vais vous donner par exemple un item qui est très significatif. Et on leur demande de dire leur degré d'accord ou de désaccord avec les items. Et un des items, c'est en gros, les gens qui ont un cancer du poumon alors qu'ils ont énormément fumé ne méritent pas vraiment de pitié parce qu'en fait, ils sont les responsables de leur maladie. Hein. Exemple. Bon. Donc, vous avez des gens qui disent, bah oui, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est des gens qui sont vraiment peu empathiques. Et puis des gens qui disent, bah non, les pauvres, c'est pas parce qu'ils ont fumé que pour autant ils ne souffrent pas de leur cancer du poumon. Vous voyez, donc c'est des questions finalement assez basiques, mais qui donnent une idée très claire du degré d'empathie. Avec chose intéressante d'ailleurs, le fait qu'il suffit de tester 10 personnes pour voir une différence majeure entre les hommes et les femmes, hein, les femmes étant beaucoup plus empathiques que les hommes. Alors, donc, question que je me suis posée, c'est si je regarde les scores de douleur donnés par ces patients, soit dans les situations émotionnelles, soit dans les situations somatosensorielles, et si je regarde la même chose chez les sujets volontaires sains, existe-t-il une corrélation entre les capacités d'empathie et le score qui est donné? Alors, la chose intéressante, donc, c'était d'évaluer la relation entre la perception de la douleur d'autrui et les capacités d'empathie. Et vous voyez ici, vous avez en abscisse le score d'empathie des volontaires. Alors, une chose très importante, c'est que le score d'empathie des volontaires sains et des patients était tout à fait similaire. C'est-à-dire le fait d'être insensible à la douleur ne vous rend pas moins empathique que la population normale. Donc, les scores d'empathie étaient similaires. Donc, chez les sujets témoins, il y a, vous voyez, aucune corrélation entre les scores attribués aux mimiques douloureuses et les capacités d'empathie du sujet. Quand on regarde maintenant les scènes, les vidéoclips qui donnaient une représentation somatosensorielle de la douleur, vous voyez que c'est tout à fait pareil, il n'y a aucune corrélation non plus entre les capacités d'empathie et l'évaluation. Autrement dit, vous pouvez être très peu empathique. Quand vous voyez quelqu'un qui se coince le doigt dans une portière, vous êtes capable de dire qu'il a très mal. D'accord? Parce que vous le savez, en fait. Donc ça ne fait pas appel à vos capacités d'empathie d'évaluer correctement, en fait, la douleur d'autrui. En tout cas, dans ces conditions, dans ce paradigme où vous avez soit une marque émotionnelle immédiate, soit une marque somatosensorielle également explicite. Hein. Donc là, vous voyez une piqûre, mais il y avait, par exemple, des chutes de vélo, il y avait un boxeur qui se tord la cheville, qui se fracture littéralement la cheville pendant un combat. Il y en a un qui reçoit un coup de patte de cheval dans la tête. Donc des scènes avec des intensités douloureuses très variables d'ailleurs, pour pouvoir juger de toute la gradation en fait de douleur et de l'endroit où les volontaires pouvaient éventuellement, où les patients pouvaient éventuellement se tromper. Alors le résultat extrêmement intéressant, c'est que quand on regarde le groupe des patients insensibles congénitaux, au contraire, ce qu'on voit, c'est une très forte corrélation entre les scores de douleur qu'ils attribuent euh, soit aux composantes, à la représentation émotionnelle de la douleur, soit à la représentation somatosensorielle, et leur capacité d'empathie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où les sujets normaux n'ont pas besoin de faire appel à leur capacité d'empathie pour évaluer la douleur d'autrui, dans ce paradigme expérimental, hein, ben, les patients insensibles à la douleur, eux, ils sont obligés de passer par là. Pourquoi ils sont obligés de passer par là? Parce que pour eux, cette expression de douleur ou cette scène de douleur, c'est une pure abstraction. Ils savent pas ce que ça fait. Hein. Vous savez très bien que ça fait mal. Vous savez très bien que ça, c'est de la douleur. Mais pour ces patients qui ne l'ont jamais éprouvé dans leur corps, ces deux situations-là sont des situations abstraites. Et donc, on comprend que dans ces situations abstraites, eux, ils doivent faire appel à leur capacité d'empathie, c'est-à-dire leur capacité de représentation de la souffrance d'autrui, hein, pour pouvoir accéder à une évaluation correcte. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes plutôt dans la catégorie peu empathique, et qu'en plus vous êtes insensible à la douleur, alors là, vous allez sous-estimer de façon drastique la douleur d'autrui, hein, tandis que si vous êtes très empathique, alors vous allez réussir à compenser le fait que vous ne savez pas ce que c'est que la douleur, et grâce à une représentation générique que vous avez de la souffrance en général, vous êtes capable de corriger le tir et d'évaluer à ce moment-là correctement la douleur des patients. Vous voyez la douleur de ces vidéos. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous voyez que on voit comment l'empathie là est engagée dans une situation où la douleur est une abstraction. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les patients insensibles à la douleur, la perception de la douleur d'autrui ne peut pas se fonder sur les processus de résonance automatique, puisqu'ils n'ont pas en eux le répertoire équivalent, ils n'ont jamais ressenti ça, hein, donc ils ne peuvent pas faire résonner automatiquement des expériences de douleur à la vue de la douleur d'autrui.
Et donc, la perception de la douleur d'autrui chez ces patients repose essentiellement sur un processus d'inférence émotionnelle. Et donc, la reconnaissance de la douleur d'autrui ne peut pas avoir lieu si le sujet n'est pas doté d'un minimum d'empathie. Donc, vous voyez comment, finalement, ces patients-là, ils représentent un modèle dans lequel on peut tester la deuxième dimension d'appréhension de la douleur d'autrui, c'est-à-dire, puisque la résonance automatique ne marche pas, ça repose entièrement sur la capacité de prise de perspective, de se mettre à la place de l'autre, hein, et d'essayer d'inférer à partir de là ce que l'autre ressent. Alors l'étape d'après dans ce travail, ça a été d'essayer d'évaluer au niveau cérébral le corrélat de cette représentation de la douleur d'autrui. Et là, je vais vous montrer un résultat qui était le résultat le plus intéressant. Ça consistait donc à montrer des photos de scènes de douleur, vous voyez ici des scènes. Alors il y avait des visages, mais il y avait aussi des scènes de douleur purement somatosensorielles. Vous voyez le doigt coincé dans la porte, le pied sous le coffre, le coup de marteau sur le doigt, d'accord? Et pendant qu'on enregistrait l'activité cérébrale des patients et des témoins en imagerie cérébrale fonctionnelle, en imagerie magnétique, hein, on leur demandait, pendant qu'ils voyaient ces images-là, comme seule tâche, d'essayer d'imaginer ce que la personne qui subit ça ressent. D'accord? Donc c'est ça la tâche. Et pour aller au résultat le plus intéressant, euh, ce qu'on a cherché, c'est est-ce qu'il existe dans le cerveau des témoins et des patients une zone dont l'activité pendant cette tâche va être corrélée aux capacités d'empathie du sujet. Pourquoi on a fait ça? Parce que comme on a vu que les patients insensibles congénitaux à la douleur, ils devaient mobiliser leur capacité d'empathie pour évaluer correctement la douleur d'autrui, alors on s'est demandé quelle zone du cerveau ça mobilise, à quoi ça correspond en fait au niveau cérébral. Et quand on cherche cette zone-là, cette zone dont l'activité serait corrélée aux capacités d'empathie du sujet pendant qu'il fait la tâche qui consiste à imaginer ce que la personne ressent dans une scène de douleur, quand on le cherche dans le groupe des sujets témoins, cette zone-là, eh bien, on ne la trouve pas. Il n'y a aucune activité cérébrale corrélée aux capacités d'empathie, ce qui corrobore le fait que chez les volontaires sains, évaluer ou imaginer la douleur d'autrui, dans des scènes où cette douleur est explicite, hein, ne passe pas forcément par un processus d'inférence émotionnelle et d'empathie. Vous voyez, ils n'ont pas besoin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez vraiment être quelqu'un qui n'a aucune empathie pour les autres et quand même être capable de savoir que quand le doigt se coince dans la portière, ça fait extrêmement mal, hein. Et le résultat magnifique, c'est celui-là, c'est que quand on regarde, on pose la même question, et cette fois dans le groupe des patients insensibles congénitaux, on voit qu'il y a une région dont l'activité est strictement corrélée, étroitement corrélée aux capacités d'empathie de ces patients, et c'est justement la zone du cortex préfrontal ventromédian, c'est-à-dire cette zone fondamentale pour la prise de perspective, l'inférence émotionnelle. Et donc, c'est en quelque sorte la traduction cérébrale que nous avons là de l'effort mental, effort cognitif que les patients font pour, alors même que cette image est pour eux une pure abstraction en termes de ressenti, reconstruire, imaginer la souffrance déclenchée chez les patients, les personnes qui sont victimes de ces situations douloureuses. Et c'est là qu'on peut faire un pont, malgré le fait que cette étude ne porte que sur 12 patients ayant une maladie rarissime, donc on pourrait se dire, mais quel rapport ça a avec nous soignants, hein, quelque part, c'est des extraterrestres, hein, ces patients. Donc, qu'est-ce que nous, on a à voir avec ça? Eh bien, en fait, ce qui m'a frappé, après avoir réfléchi à ces résultats, c'est que, finalement, ces patients insensibles congénitaux à la douleur nous donnent une image très fidèle de notre position à nous de soignants face aux patients douloureux chroniques. Pourquoi? Parce que là, les images qu'on a montrées, pour des sujets normaux, sont des images qui sont évidemment très concrètement associées à la douleur. Et c'est pour ça que finalement, on est immédiatement en phase avec ce qu'on voit. En revanche, pour les patients insensibles congénitaux, c'est une pure abstraction. Donc ils doivent construire une représentation. Or, quand nous sommes confrontés à des patients douloureux chroniques, on ne voit pas des gens qui arrivent en hurlant de douleur, avec des mimiques de facial de douleur terribles. On ne voit pas des gens avec des plaies ouvertes,
On ne voit pas des gens en train, justement, de subir le coup de marteau sur le doigt ou le doigt coincé dans la porte, hein. Autrement dit, la douleur qui nous est transmise dans cette situation-là, par nos patients douloureux chroniques, c'est pas du tout une douleur explicite. C'est une douleur qui est transmise par le langage, par les mots, et en plus, avec d'abord un langage qui a du mal à rendre compte de l'expérience, un langage qui n'est pas assez riche pour rendre compte de l'expérience, et deuxièmement, un langage qui se trouve même appauvri par l'expérience de la douleur chronique. Parce qu'on sait que ces patients, à force d'avoir mal, à force de ne pas pouvoir communiquer ce qu'ils ressentent, finalement renoncent en quelque sorte au langage comme voie de communication en fait de leur expérience, qui devient en quelque sorte incommunicable et indicible. Autrement dit, quand vous voyez cette zone-là, eh bien cette zone-là, qui s'active lorsqu'on demande à ces patients insensibles congénitaux de se représenter la douleur ressentie par les personnes qui subissent ça, et que ceux qui sont très empathiques sont capables d'activer très fortement cette zone, alors que ceux qui ne le sont pas n'activent pas cette zone, que ceux qui sont très empathiques grâce à l'activation de cette zone sont capables de donner des scores de douleur corrects, alors que ceux qui sont peu empathiques sous-estiment radicalement la douleur qu'ils voient sur les photos, ben finalement, cet effort-là, c'est exactement celui que nous, soignants, nous devons faire face à nos patients douloureux chroniques. Pourquoi? Parce que la douleur qu'ils nous présentent se présente sous une forme abstraite. Et comme elle est abstraite, pour pouvoir la reconnaître, nous devons mobiliser nos capacités d'inférence émotionnelle et nos capacités de représentation. Donc, on ne peut pas se fonder sur la résonance automatique, puisqu'ils ne sont pas en train de hurler et qu'ils ne sont pas avec des plaies, vous voyez, terribles, qui nous feraient immédiatement percevoir la blessure corporelle et la douleur qui y serait associée. Autrement dit, ces patients très rares nous racontent, c'est un modèle en fait de compréhension de ce qui nous est demandé à nous soignants comme effort et donc comme capacité d'empathie pour pouvoir, à partir d'une situation de douleur qui n'est pas représentable de façon immédiate, hein, construire une représentation et une perception intuitive, mais pas seulement intuitive pour le coup, élaborée de la douleur de nos patients. Donc pour résumer, la perception de la douleur d'autrui conjugue à la fois des phénomènes de résonance automatique, mais sur lesquels on ne peut pas complètement compter, parce que cette résonance automatique, elle est potentiellement aversive pour l'observateur, et puis elle peut aussi être complètement inhibée. Le bourreau qui torture n'a plus de résonance automatique. Il a exclu sa victime du champ de l'humanité, et donc ça ne lui fait ni chaud ni froid de déclencher une souffrance atroce à quelqu'un qui l'a au préalable déshumanisé. Donc vous voyez que la résonance automatique, elle n'est pas fiable, hein. Elle peut être complètement mise hors circuit. Et même quand elle n'est pas mise hors circuit, ben, la réponse émotionnelle de celui qui a mal, hein, ces signes de douleur, de souffrance, nous sont désagréables et donc on a aussi la possibilité d'aller fuir ou nier. Et ce qui nous reste comme possibilité pour contrecarrer ça, c'est de mettre en jeu, grâce à nos capacités d'empathie, les mécanismes d'inférence émotionnelle, ce qui dépend à la fois des capacités d'empathie, mais aussi des capacités de se représenter l'expérience d'autrui. Et c'est pour ça que plus vous avez affaire à quelque chose qui est abstrait, plus vous avez du mal à estimer correctement la douleur de l'autre, parce qu'en fait, vous êtes dans un flou représentationnel. Je vais vous donner une expérience personnelle qui est très frappante pour ça. C'est que dans les consultations de la douleur, donc moi je suis neurologue, et en plus j'ai vraiment du mal avec l'anatomie du rachis. J'ai toujours eu du mal à me représenter le rachis en 3 dimensions. Et donc j'ai vu en consultation des patients qui avaient des douleurs neuropathiques, soit à cause de polyneuropathie, soit à cause de, par exemple, de lombosciatique. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus empathique avec les patients présentant des douleurs neuropathiques liées à une polyneuropathie qu'avec ceux qui avaient une lombosciatique. Pourquoi? Parce que la polyneuropathie, je connais en tant que neurologue, je connais les modèles de recherche de ligature du nerf sciatique chez le rat qui ont servi à expliciter les mécanismes de douleur chronique dans cette situation. Donc j'ai plein de repères en fait qui me permettent d'entendre la plainte du patient et de l'insérer dans un tissu de représentation qui m'est très familier. En revanche, la douleur de lombosciatique, je n'ai plus le même cadre à ma disposition. Pourquoi? Parce qu'à la place de ces connaissances très précises,
j'ai mon flou de la représentation tridimensionnelle du rachis. Donc je suis sans repère, en tout cas avec des repères beaucoup moins solides. Eh bien, ce défaut de représentation, je me suis rendu compte qu'il me rendait beaucoup moins à l'aise avec les patients ayant une lombo-sciatique à douleur égale, à intensité égale, hein, que ceux qui ont une polyneuropathie, et que ça biaisait ma façon d'appréhender leur douleur et de l'évaluer et également d'y être sensible, hein. Donc les capacités de représentation sont fondamentales. Et c'est à la fois la représentation des mécanismes de la douleur. On a vu tout à l'heure que quand on ne connaît pas la cause, on a tendance à sous-estimer, hein. Et même quand on connaît la cause, si on ne comprend pas bien les mécanismes, on a tendance à sous-estimer. Donc c'est à la fois la connaissance de la physiologie de la douleur qui finalement nous prémunit contre ce biais, mais c'est même un deuxième niveau de représentation qui est la représentation de nos biais dans l'estimation de la douleur d'autrui. C'est ça le but aussi de formations comme celle-là, hein, que moi j'ai fait beaucoup à des infirmières, hein. C'est de montrer que si on est conscient de nos propres biais de jugement, biais ethniques, biais liés à l'intensité, biais liés à l'identification de la cause, biais liés à notre expérience préalable, biais liés à notre sentiment d'impuissance. Si on est conscient de ça et qu'on est capable en quelque sorte de suivre en direct dans notre interaction avec les patients ces biais tels qu'ils se présentent à nous de façon très immédiate, très automatique, alors là aussi on peut, hein, contrecarrer ces biais qui sont très puissants et se rapprocher beaucoup plus, hein, d'une perspective qui est celle de ce que le patient ressent et de pouvoir à ce moment-là être au plus proche de l'expérience quelque part incommunicable, hein, qu'il nous transmet. Autrement dit, avoir affaire avec la perception de la douleur d'autrui, c'est être en permanence en tension entre deux grandes tendances. Une tendance à la reconnaissance de la douleur de l'autre, qui finalement fonde notre vocation de soignant. C'est bien pour ça qu'on est allé dans cette direction. C'est pour être au contact de cette souffrance-là et d'être à même de la soulager. Mais en même temps, pour plein d'autres raisons, dont il est fondamental d'être conscient, nous sommes tirés vers le déni, vers la disqualification, vers la sous-estimation, pour nous protéger en fait, hein, de cette aversion liée à la douleur d'autrui, à la souffrance d'autrui, qui nous contamine, et pour la tenir à distance. Autrement dit, ce que ça souligne, c'est, et je cite là les propos d'un psychiatre américain, alors lui, il parlait pas du tout de la question de la douleur d'autrui, il parlait d'une tendance très forte aux États-Unis à ce que les psychothérapeutes choisis par les patients aient fait l'expérience, une expérience similaire à ce que le patient a vécu. Par exemple, si un patient a été abusé sexuellement pendant l'enfance, alors il y a toute une tendance pour dire que seul un psychothérapeute ayant lui-même été abusé dans l'enfance pourra vraiment comprendre ce patient, hein. Et donc ça conduit même à une sorte de caricature où un patient blanc, il faut forcément qu'il ait un psy blanc, un patient noir, il faut qu'il ait un psy noir, et ainsi de suite, hein. Or, en fait, l'enjeu fondamental, c'est ce que dit Friedman dans cette réflexion, ce qui est fondamental pour comprendre les émotions de quelqu'un, ce n'est pas nécessairement d'avoir vécu la même expérience que lui, mais d'être capable d'imaginer ce que ça ferait de vivre cette expérience-là, hein. Donc ce travail d'imagination, donc de prise de perspective, c'est justement celui qui nous est demandé pour pouvoir construire une représentation de la douleur face à une plainte douloureuse abstraite, hein, et faire ce travail cognitif de prise de perspective avec notre cortex préfrontal et avec notre empathie. Je vous remercie pour votre attention.